Dans le domaine du web, qu'il me revient le plaisir, l'honneur, je devrais même dire, pour la ville de Nanterre, d'introduire cette conférence droit d'auteur et liberté numérique, comment ce dernier doit être assoupli, avec le concours de l'éminent Monsieur Richard Matthew Stallman, que je salue. Monsieur Stallman, permettez-moi avant toute chose de vous remercier, de vous féliciter au nom de la municipalité et de tous les Nantériens pour l'ensemble du travail réalisé par vous et ceux que vous représentez. Dans un monde dominé par la puissance marchande et financière, vous portez la voix de ceux qui luttent pour la création, la circulation des savoirs et des savoir-faire, des technologies libres, la coélaboration, le sens de l'histoire finalement. Sachez qu'à Nanterre, nous partageons ces combats et à ce titre, vous serez toujours le bienvenu dans notre ville. Nanterre est d'autant plus fière de co-organiser cette conférence que les questions de technologie de l'information et de la communication sont des sujets sur lesquels elle s'est très tôt positionnée. Il y a maintenant plus de 10 ans, nous avons créé le Cyber, un espace public multimédia municipal faisant suite aux assises pour la ville sur le service public. Nous avons avancé depuis, puisqu'aujourd'hui le Cyber pilote le réseau des acteurs du multimédia, dont certains membres ont contribué à l'organisation de cette soirée. Si la municipalité affirme sa volonté politique forte d'accompagner la population dans les usages de l'informatique, notamment du libre, soyez certains que pour nous, l'accès à l'usage d'Internet est un élément incontournable de l'exercice effectif de la citoyenneté, tant le web est source d'information, d'accès aux droits et d'expression. C'est pour nous un levier social incontournable. Le suspendre nous paraît tout simplement une aberration, une grave atteinte aux libertés individuelles. Vous l'avez compris, outre le plaisir pour Nanterre d'organiser cette conférence, ce débat s'inscrit aussi dans l'actualité française. Dans quelques semaines, la loi Création et Internet, ou Hadopi, ou encore loi Oliven, déjà passée au Sénat le 30 octobre dernier, doit arriver très prochainement à l'Assemblée nationale. Toujours au prétexte de la protection des droits d'auteur, cette loi, comme la précédente d'ailleurs, la loi DADVSI sur les verrous numériques, qui avait déjà suscité dans notre ville des débats et des inquiétudes relayées par notre députée Jacqueline Fraisse à l'Assemblée nationale, appréhende la question sous l'angle du répressif via aujourd'hui la riposte graduée. Quand aborderons-nous vraiment la vraie question, revisiter ou réinventer un nouveau modèle économique induit par les usages du web? Car, j'ouvre les guillemets, nous pensons cependant que ce processus est imparable. De même que la bourgeoisie a signifié la fin de l'aristocratie, le nouveau paradigme finira par s'imposer et les nouveaux inquisiteurs ne parviendront pas à l'arrêter. Je ferme les guillemets, Pedro Martinez, procureur au parquet de Madrid. Alors qu'est-ce que la riposte graduée contenue dans cette loi? Permettez-moi de reprendre des éléments d'analyse très pertinents de la quadrature du net. La riposte graduée est un projet de modification du droit français dont l'objectif est de permettre la tenue de campagnes de traque, d'avertissement et de répression de masse, ciblant les internautes partageant sur Internet de la musique et des films sans autorisation. L'activité traque serait exercée par les sociétés privées qui balayeraient Internet à grande échelle, à la recherche d'infractions pénales les concernant. Lorsque les employés de ces sociétés supposeraient de telles infractions, ils informaeraient une autorité administrative dite indépendante, sorte de guichet de dénonciation qui leur serait réservé. Concrètement, il s'agit d'institutionnaliser en France des pratiques qui ont cours depuis plusieurs années aux États-Unis. Une différence fondamentale réside dans le fait que ce dispositif est ici à la charge du contribuable, alors qu'aux États-Unis, ce sont les industriels qui le financent. Une autre différence est qu'aux États-Unis, les internautes se voient proposer des transactions financières et non une coupure de leur abonnement Internet. Enfin, de telles pratiques sont possibles aux États-Unis, car le niveau de protection des données personnelles est bien moindre qu'en Europe. J'ajoute que ce dispositif est loin de faire l'unanimité. Le gouvernement suédois a déjà fait savoir qu'il refusait d'instaurer la riposte graduée, jugeant le dispositif disproportionné, car revenant sur un droit impératif pour l'inclusion sociale. La commission de la libération de la croissance, présidée par Jacques Attali, a rejeté également un tel dispositif. Dans le cadre d'une consultation de la Commission européenne, les représentants de la société civile européenne ont également rejeté ce dispositif, notamment UFC Que Choisir. Les fournisseurs d'accès, enfin, ont aussi pour leur part alerté dans des commentaires communiqués au ministère les risques économiques induits. Tant sur le plan juridique que dans la pratique, cette loi est d'ores et déjà inefficace en rapport aux objectifs avoués, dans la mesure où elle n'empêcherait pas l'échange d'œuvres numérisées entre particuliers. Je ne vais pas plus loin, c'est l'objet du débat de ce soir, et je vous invite vivement à consulter le site de la Quadrature sur le sujet, qui ont un dossier très pertinent et très pointu. Tant sur le plan Enfin, permettez-moi de mettre cet événement en perspective nantérienne.
Du 31 mars au 4 avril 2009, nous organisons Déclic, la première édition du festival du multimédia de Nanterre à l'Agora avec le réseau des acteurs du même nom. Cette manifestation permettra aux habitants de s'ouvrir et de s'informer aux usages du libre avec un espace dédié à la promotion de ces outils, une install party, des conférences, une bande de téléchargement, des contenus libres et j'en passe. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et tous une très bonne soirée et surtout de l'énergie à l'instar de Richard Matthew Stallman pour continuer à sensibiliser les populations en faveur d'un modèle ouvert pour Internet et d'une... Non, 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 je ne fais rien d'ouvert. Jamais rien. Je suis pour la liberté, pas pour l'ouverture. Alors je vais changer ma phrase. Les populations en faveur d'un modèle libre pour Internet et d'une libre circulation des œuvres grâce aux techniques actuelles. Je conclus sur ces quelques mots de Jérémy Zimmerman à côté de moi de la Quadrature du Net avant de lui céder la parole. Le net s'est fait par et pour ses utilisateurs. Quelques entreprises archaïques et des politiciens qui tentent de le contrôler n'ont toujours pas compris comment fonctionnait le net. Tous ensemble, nous sommes infiniment plus intelligents et plus puissants qu'eux et devons le leur montrer, agir pour protéger nos libertés et l'architecture ouverte du réseau. Je vous remercie, messieurs, dames. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. C'est impressionnant de voir une salle aussi bien remplie sur un sujet, sur des sujets aussi techniques et somme toute un petit peu ennuyeux. Je tiens à remercier la ville de Nanterre, Anne-Gaëlle et Amandine qui ont participé à l'organisation de ça, et surtout Théocrite là-bas qui s'enfuit parce qu'il sent bien que je suis en train de le remercier et qui a énormément œuvré pour l'organisation de cet événement. Donc voilà, je suis Jérémy Zimmerman, je suis cofondateur de la Quadrature du Net, dont vous avez un petit peu entendu parler dans l'intervention précédente et peut-être aussi sur le web. Comme vous le savez, on est un collectif citoyen, on informe sur des lois qu'on considère dangereuses pour les libertés individuelles dans l'environnement numérique. Mais tout ça, vous le connaissez déjà plus ou moins. Là, on est un petit peu entre nous, donc on va pouvoir parler un petit peu franchement. C'est un grand honneur d'être là avec Richard, qui va, je l'espère, élever le débat de toute sa hauteur, de toute sa splendeur et voilà, qui vole au-dessus de nous de sa philosophie lumineuse. Ça, c'était pour la partie un petit peu stalinienne. Les projets dont on parle, donc il s'agit de l'Adopi dont on vient de parler en France, mais également des dispositions très problématiques qu'il y a dans le paquet télécom européen, donc 5 directives qui sont une révision de la régulation du réseau, dans lesquelles AT&T, entreprise américaine, est en train d'introduire des dispositions extrêmement fâcheuses qui auraient pour but de permettre aux opérateurs de télécom, en quelque sorte, de reprendre le contrôle du réseau Internet, de se mettre dans une espèce d'état de couvre-feu permanent, si j'ose dire, ou en tout cas un état de rareté artificielle, dans lesquels ils seraient les seuls à même de contrôler la bande passante, dans lesquels ils utiliseraient des techniques de gestion de réseau, flou évidemment, pour gérer les problématiques de contrôle de réseau. Donc soyez vigilants sur le site de la Quadrature du Net dans les jours et les semaines qui viennent. En parallèle du dossier Adopi, on aura des informations là-dessus. Et donc tous ces projets, que ce soit l'Adopi ou ce fameux paquet télécom, ou encore le rapport Medina qui est sorti puis reparti suite à une forte mobilisation citoyenne, ont un certain nombre de points communs qu'il est assez amusant après des années d'activisme dans le domaine, si on peut dire, de noter. Ces projets sont pour la plupart tous la volonté de quelques entreprises en position dominante, en quête de plus de contrôle. Soit c'est des entreprises en perte de vitesse qui n'ont plus vraiment de raison d'exister, comme les industriels de la vente de copies aujourd'hui, les gens qui il y a quelques années avaient le monopole sur la presse de galettes de plastique, qui était le seul moyen d'acheminer des œuvres, et qui aujourd'hui ne sont tout simplement plus indispensables, et qui se disent on gagnait plein de fric, autant continuer. Et si contrôler les usages des gens nous permettait de plus contrôler, de continuer à contrôler.
Donc ça peut être aussi les opérateurs télécoms, comme je vous l'ai décrit au travers des amendements AT&T de ce que l'on appelle la net discrimination, qui s'est appelé aussi net neutrality aux États-Unis. Mais bon, à part en Suisse, l'idée de neutralité n'excite pas vraiment les foules, et ce n'est pas forcément un combat qui justifie que l'on se batte, alors que la discrimination est en réalité quelque chose de beaucoup plus parlant. Que ce soit ça ou les histoires de filtrage de contenu, alors on s'aperçoit que c'est une volonté de contrôle de quelques acteurs contre le reste du monde. Et le reste du monde, c'est nous. On s'aperçoit aussi que tous ces projets ont en commun d'être obscurs, opaques, et de naviguer sous la moquette. C'est au travers de comités théodules, des commissions, les sous-commissions du Parlement européen ou des shadow rapporteurs se regroupent pour négocier des choses qui n'existent même pas encore, qui ne sont même pas encore publiées. Et c'est toujours un petit peu dans l'obscurité que se trament ces projets que l'on combat. J'ai pour habitude de dire maintenant que ces projets sont un petit peu comme des vampires, parce qu'ils avancent masqués dans l'obscurité. Et comme des vampires, quand on met la lumière dessus, ça les fait fondre et parfois complètement disparaître. Et bon, l'analogie s'arrête là, parce que je ne vais pas non plus vous refaire Nosferatu ou un quelconque film d'horreur, mais cette lumière que l'on peut porter sur le vampire, c'est notre intelligence à tous, c'est notre vigilance, et les photons de cette lumière, en quelque sorte, c'est l'information. Et donc c'est en s'informant, en gardant les yeux ouverts, le cerveau dégagé et en réfléchissant, que l'on peut repérer ces projets quand ils arrivent, que l'on peut les analyser, les décortiquer, que l'on peut imaginer tous ensemble des moyens de les contrer et de les combattre. Et donc c'est un petit peu l'objectif de la Quadrature du Net, qui est de servir d'une sorte de pièce à outils pour les citoyens, pour permettre à tout le monde tout simplement de comprendre ce qui se passe, et puis d'agir sur son environnement, d'agir sur la loi, d'agir sur le Parlement, d'agir sur les politiciens. La plupart des politiciens qui travaillent et qui votent ces projets de loi n'y comprennent absolument rien. Donc une chose très simple à faire, c'est de les éduquer. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre beaucoup d'énergie, mais ça finit toujours par porter ses fruits. Leur envoyer un email, puis un deuxième email, puis un troisième email, puis un coup de fil, puis un deuxième coup de fil, et sur la durée, comme ça, insister, leur apprendre ce que vous savez et qu'ils ne savent peut-être pas, et continuer, et répéter l'opération. Et donc c'est l'objet des campagnes que l'on met en œuvre avec la Quadrature du Net. Il y en a une dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qu'on a lancée hier, officiellement hier, et en réalité depuis avant-hier après-midi, qui est un blackout du net français, à l'image de ce qui a été fait en Nouvelle-Zélande autour de la riposte graduée, parce que la Nouvelle-Zélande était le seul pays avec la France où le gouvernement a pu être assez stupide pour envisager de passer la riposte graduée par voie législative. Donc, dans d'autres pays, on vous dit mais si, la riposte graduée c'est génial, ça marche, la ministre a dit ça, il y en a partout, regardez, aux États-Unis, en Angleterre, etc. En fait, c'est faux. La plupart du temps, c'est des accords contractuels entre les opérateurs et les industries du divertissement. Et par voie législative, comme en France, il n'y a qu'en Nouvelle-Zélande où ils avaient tenté de faire un truc aussi idiot. En Nouvelle-Zélande, le projet de loi a été repoussé, on a appris ça lundi, et il a été repoussé suite à une forte mobilisation citoyenne, au travers de laquelle nos amis kiwis ont noirci leur site, noirci de la couleur du blackout, de la déconnexion d'Internet qui s'éteint. Et c'est ce qu'on invite à faire depuis quelques jours. Donc si vous avez un tout petit bout d'Internet à vous, que ce soit un site, un blog, un avatar, un profil ou n'importe quoi, peignez-le en noir, aux couleurs de la déconnexion. Allez voir sur la Quadrature du Net où on explique en détail cette opération. Invitez les gens autour de vous à faire la même chose. Et surtout, envoyez un email, puis appelez votre député pour lui dire voilà, j'ai fait le blackout de mon bout d'Internet parce que vous avez directement menacé mes libertés. Parce que ce projet création j'arrive même plus à le prononcer tellement il m'énerve. Ce projet création et Internet est inapplicable et dangereux, et tout ce que vous avez à dire là-dessus en vous imprégnant du dossier que l'on a publié. Donc appelez votre député, vous allez être surpris de combien il est facile
d'appeler, de tomber sur quelqu'un et d'avoir une conversation sur ce sujet. Au début, on peut être un petit peu impressionné, se dire que oh là là, c'est des députés, ils sont intouchables, ça sert même à rien d'essayer, et puis moi je peux pas leur parler de tout. La plupart du temps, vous allez tomber sur des assistants parlementaires qui sont des gens qui ont entre 25 et 30 ans, qui connaissent Internet, qui comprennent Internet au moins un minimum et qui sont en tout cas capables de tenir une conversation. Essayez, ça vaut vraiment le coup. Et pour conclure, et avant de passer la parole à Richard, une citation de Gandhi qui me tient beaucoup à cœur et qui me guide dans pas mal des actions et des campagnes que je mène. Tout ce que vous ferez sera forcément insignifiant, mais il est très important que vous le fassiez quand même. Voilà, merci. Richard, merci d'être parmi nous, je te passe la parole. Après tout ça, ma conférence normale sur ce sujet me paraît un peu... ne me paraît pas appropriée, mais je ne sais pas quelle chose à dire si ce ne serait pas ça au moment. Je crois qu'ils auraient dû parler après moi parce qu'ils disent les réponses à la situation actuelle, ce qui est, pendant que mon discours serait sur une question plus générale, mais qu'est-ce que je peux faire? Je veux dire quelque chose au sujet de cette menace. Il faut reconnaître et dire que que l'État français est un gouvernement d'occupation qui sert les grandes entreprises globales et a accepté la mission de maintenir leur pouvoir sur les citoyens. Donc, si l'Assemblée vote cette loi, elle aura voté attaquer les droits de l'homme à la part des entreprises. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un tel État? Il faut parler fréquemment de comment défier cette loi. Publiquement, dans n'importe quelle occasion, on peut faire des plans de comment protéger l'accès de tout le monde dans un immeuble si quelques-uns sont déconnectés. L'idée est de ne pas avoir peur d'être déconnecté. Ne pas changer le comportement quotidien pour éviter d'être déconnecté. Parce que comme ça, l'armée de l'occupation gagne. Avec la peur. Si tout le monde change pour éviter le châtiment, ils auraient gagné. Mais si tout le monde refuse de changer, même s'il punit beaucoup, ils auraient perdu. Donc, je ne vois pas d'autre moyen de réagir si cette loi gagne, si c'est voté. Mais pourquoi le faire? Pourquoi refuser d'obéir une telle loi? C'est parce que c'est injuste. Et pourquoi injuste? C'est ça le sujet de ma conférence d'aujourd'hui. Le sujet de cette conférence vient d'une question que les gens ont l'habitude de me poser après d'une conférence sur le logiciel libre. Où est-ce que je l'ai mis? Non, je l'ai mis ailleurs. Mes lunettes.
parce qu'il me dérange psychologiquement un peu de ne pas vous voir. Parce que quand j'ai expliqué pourquoi le logiciel doit être libre, pourquoi l'utilisateur doit avoir les 4 libertés essentielles, qui sont la liberté 0 d'exécuter le programme comme tu veux, la liberté numéro 1, la liberté d'étudier le code source et de le changer pour que le programme fasse ce que tu veux. Et la liberté numéro 2, c'est la liberté d'aider le voisin, c'est la liberté de diffuser des copies exactes du programme et quand tu veux. Et la liberté numéro 3, c'est la liberté de contribuer à la communauté, c'est-à-dire la liberté de diffuser des copies de tes versions modifiées quand tu veux. Pourquoi les gens doivent avoir ces 4 libertés et qu'est-ce que nous avons fait dans le mouvement de logiciels libres pour réaliser ces 4 libertés pour les utilisateurs. Quelqu'un souvent me demande si les autres choses que le logiciel doivent être libres du même sens. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que les lunettes, et ils disent des objets physiques, comme les microphones, les lunettes, les voitures, est-ce que les objets physiques peuvent être libres dans le même sens? Ça voudrait dire que l'utilisateur d'un objet physique a les mêmes 4 libertés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La liberté 0 serait la liberté d'utiliser l'objet comme tu veux. Et si l'objet de ta propriété, normalement, tu peux le faire. Et de toute manière, le fabricant n'impose pas normalement des restrictions sur l'utilisation du produit. Donc, on a la liberté 0. Et la liberté numéro 1, la liberté d'étudier le code source de l'objet et de le changer pour que l'objet fasse ce que tu veux. L'obstacle est que l'objet physique n'a pas de code source. Donc, il faut adapter cette liberté. Elle peut être la liberté d'étudier et changer l'objet. Et cette liberté, tu as normalement. Au moins, le fabricant n'impose pas de restrictions sur cette liberté. Mais la possibilité réelle de l'exercice est limitée physiquement. Pas légalement, mais plutôt physiquement. Les possibilités de changer un objet sont limitées. Si l'objet est en bois, c'est plus facile. En métal, c'est plus difficile. Cette bataille, mais ce n'est pas la seule. Parce qu'il y a un nouveau danger de menottes numériques sur les livres. Parce que il y a presque 10 ans, les éditeurs des livres voulaient nous ôter des libertés traditionnelles du lecteur. La liberté de faire des choses comme, par exemple, prêter le livre à un ami ou le vendre à une boutique de livres d'occasion ou l'emprunter à la bibliothèque ou l'acheter à l'anonymat payant en liquide. Et même la liberté de garder le livre pendant des années et le lire plusieurs fois. Les éditeurs veulent nous ôter ces libertés. Mais le faire directement serait très difficile. Parce qu'il y a millions de lecteurs qui seraient prêts à s'opposer. Donc, ils ont conçu un plan de 2 étapes pour avoir le même résultat.
la première étape était de nous ôter ces libertés pour les livres électroniques. Et il n'y avait pas beaucoup de lecteurs, de gens accoutumés à lire les livres électroniques. Donc, pas beaucoup d'opposition. Et ils l'ont fait avec, par exemple, la directive européenne du droit d'auteur. Mais la seconde étape était de nous convaincre d'utiliser les livres électroniques en lieu des livres en papier. Ils ont essayé il y a 8 ans, plus ou moins. Et un éditeur avait l'idée de commencer sa ligne de livres électroniques avec ma biographie. Il avait l'idée que ce livre intéresserait beaucoup aux premiers adoptateurs de la technologie. Donc, il a engagé un auteur qui était venu me demander la coopération. Et j'ai dit, oui, si ce livre est publié sans mes notes numériques, en format pas encrypté. L'éditeur ne l'acceptait pas, donc j'ai en proposé un autre. Et le livre a été publié sous une licence libre. Mais de toute manière, les livres électroniques ont ont échoué. Et j'ai dit toujours, ils essaieront de nouveau. Parce que les entreprises qui veulent plus de pouvoir n'acceptent jamais les défaites. Les défaites? Merci. Ils essaient et ils essaient toujours de nouveau. Et maintenant, ils le font. Par exemple, il y a des nouveaux produits lecteurs de livres électroniques. Par exemple, il y a le Sony Shredder, pas leur nom. Sony dit Reader, mais nous disons Shredder, ajoutons SH, parce que ce nom explique plus correctement l'effet d'utiliser ce produit. Et il y a aussi the Amazon Swindle. Pas leur nom. Parce que l'idée est que le client commence à l'utiliser sans reconnaître le résultat, de perdre l'amitié avec ses amis, parce que les amis prêtent les livres aux amis. Celui qui ne prête plus les livres n'est plus l'ami. Mais c'est leur but. Imagine que tu vas chez un ami et il n'y a pas de livre. Rien, comment dit-on, to browse? Pas de livre à regarder et proposer d'emprunter. Et ce n'est pas parce qu'il ne lit pas, c'est parce qu'il lit dans une machine qu'il ne peut pas prêter parce que ce serait prêter tous ses livres en même temps. Et ça, c'est trop. Il ne faut pas. Donc, les notes numériques sont un grand danger et il faut une lutte. Pour ça, nous avons lancé la campagne defectivebydesign.org. Tu peux visiter ce site et t'inscrire pour participer dans nos protestes.
dans nos manifestations. Parfois numériques, parfois dans les rues, parce que le but est de montrer aux grandes entreprises qu'elles seront haïes si elles essaient de nous imposer les menottes numériques. De toute manière, j'ai expliqué le mal du comportement des États pas démocratiques qui servent les grandes entreprises, les éditeurs. Mais qu'est-ce que ferait un État démocratique dans ce cas? Un État qui veut vraiment agir selon l'intérêt des citoyens, selon l'intérêt du grand public. L'État dirait qu'il faut diminuer le pouvoir du droit d'auteur. Mais comment? Qu'est-ce que je propose? D'abord, la dimension de la duration. Je propose de le réduire à 10 ans. 10 ans depuis la date de publication. Pourquoi depuis la date de publication? Parce qu'avant la publication de l'œuvre, nous n'avons pas encore de copie, donc nous ne perdons rien de ne pas être autorisés à les copier. Et donc, autant d'offrir à l'auteur le temps nécessaire pour arranger la publication de l'œuvre. Et pourquoi 10 ans? Je ne dis pas que 10 ans, c'est la période correcte. Je propose 10 ans comme le premier essai. Et après, nous pouvons l'ajuster. Je propose 10 ans parce que au moins aux États-Unis, la plupart des livres, ou presque tous les livres, sont vendus à comment dit-on? Sold off at reduced price. Vendu d'occasion. Dans 3 ans. Donc, 3 fois cette période doit suffire. Et 10 ans est plus que 3 fois cette période. Mais pas tout le monde est d'accord avec ce que je propose. Une fois, j'ai proposé les mêmes choses qu'aujourd'hui, plus ou moins, dans une table ronde avec des auteurs de fiction. Et un auteur dans la table a répondu, 10 ans, ce sera insupportable. Rien de plus que 5 ans. Moi aussi, j'étais étonné. Parce que j'avais supposé erronément que quand les éditeurs exigent plus de pouvoir sur nous, au nom des auteurs, que les auteurs sont d'accord. Mais c'est autre mensonge. Ils ne veulent pas leur plus de pouvoir pour les auteurs et ils to mistreat. Ils maltraitent même les auteurs en même temps que leur cité pour avoir plus de pouvoir sur nous, ils les maltraitent. Sauf les superstars. Ils traitent très bien les superstars. Mais à part eux, ils les maltraitent toujours. Par exemple, cet auteur avait une dispute avec son éditeur parce que son contrat disait que quand le livre, comment dit-on, out of print, épuisé, quand le livre était épuisé, les droits retourneraient à lui et il pourrait distribuer de nouveau des copies de son livre.
Mais il paraissait que le livre était vraiment épuisé ou au moins introuvable dans les magasins, mais l'éditeur ne l'admettait pas. Donc, l'éditeur était en train d'utiliser le droit d'auteur sur son livre pour lui interdire de distribuer des copies. Ce qu'il voulait faire pour que les autres puissent les lire. Chaque auteur commence avec le désir de faire apprécier son œuvre. Et sauf quelques superstars qui gagnent beaucoup, les auteurs gardent ce désir. Et lui, il voulait que ses livres soient appréciés, mais le droit d'auteur était l'obstacle. Il reconnaissait que plus de 5 ans de droit d'auteur ne pourraient lui servir à rien. Donc, il était à l'encontre de ma proposition. Mais je ne dis pas qu'il doit être 10 ans. J'accepterai 5 ans. Mais il y a l'autre dimension. Quelles utilisations doivent être restreintes par le droit d'auteur et quelles doivent être permises? Et pour ça, je distingue 3 grandes catégories d'œuvres. Il y a les œuvres fonctionnelles, les œuvres d'opinion ou de témoignage et les œuvres d'art et de diversion. Divertissement? Ah. J'ai oublié beaucoup. J'ai honte. De toute manière, pour les œuvres fonctionnelles, les œuvres qui s'utilisent pour faire des travaux dans la vie, ces œuvres doivent être libres. Dans cette catégorie, il y a le logiciel, les recettes de cuisine, les œuvres éducatives, les œuvres de référence, les polices de caractère pour le texte et d'autres choses aussi. Si tu utilises l'œuvre pour faire des travaux dans la vie, tu dois avoir le contrôle de l'œuvre pour avoir le contrôle de ta vie. Donc tu dois être libre de changer l'œuvre aujourd'hui, si tu as envie. Et si tu as changé l'œuvre aujourd'hui, tu dois être libre de publier ta version pour l'utilisation des autres qui ont les mêmes besoins que toi. Mais il est absurde de permettre la publication des versions modifiées et interdire la diffusion des copies exactes parce qu'on peut faire des changements sans effet. Et exiger que chacun fasse des changements sans effet pour pouvoir distribuer sa version est idiot. Donc il faut aussi autoriser la diffusion des copies exactes. C'est-à-dire que l'œuvre doit être libre. Mais on peut nous opposer l'argument que sans céder la liberté, nous n'aurons pas d'œuvre à utiliser. Il y a 20 ans, cet argument pouvait paraître valide parce que nous n'avions pas encore des preuves. Mais maintenant, nous l'avons. Dans la communauté de logiciels libres, nous avons développé des milliers de
d'applications utiles pour faire beaucoup de choses. Et il y a toutes les recettes de cuisine qui circulent comme si elles étaient libres. Il y a dans beaucoup d'œuvres de référence très bonnes, comme par exemple Wikipédia, mais aussi des autres. Et nous commençons avec les œuvres éducatives libres. Il y a maintenant un site freetextbookproject.org pour proposer des œuvres éducatives libres. Donc maintenant, nous savons qu'il n'y a pas besoin de céder les libertés essentielles pour avoir les œuvres fonctionnelles, c'est-à-dire. Mais il y a aussi la seconde catégorie, les œuvres de témoignage et d'opinion qui rendent autre type de contribution à la société, montrent comment penser quelqu'un. La diffusion des versions modifiées de ces œuvres ne contribue pas parce que c'est de représenter mal quelqu'un d'autre. Donc, je propose un système réduit du droit d'auteur où la publication des versions modifiées et toute utilisation commerciale serait restreinte par le droit d'auteur comme aujourd'hui. Mais tout le monde serait libre de diffuser non commercialement des copies exactes. Parce que cette liberté est la liberté minimale pour n'importe quelle œuvre publiée. Pour rendre de nouveau le droit d'auteur une réglementation industrielle. Parce que pour interdire le partage, il faut la guerre contre le partage, il faut des punitions draconiennes, il faut des lois cruelles comme celle de Hadopi et celle de la DADFSI, toutes les choses cruelles que la SARCOM a fait sont nécessaires parce que partager est bon. Et tout le monde sait que partager est bon. Donc, avec la liberté du partage, nous pouvons changer de nouveau le droit d'auteur en réglementation industrielle, pas trop controversée, facile à appliquer et peut-être bienfaisant au grand public. Et avec le droit d'auteur sur l'utilisation commerciale et les versions modifiées, nous pouvons rendre comme avant de l'argent à l'auteur. Plus ou moins de la même manière, comment dit-on lousy? Il n'y a pas de mot plus... non. Minable. De la même minable manière qu'aujourd'hui. Et bon, donc c'est la seconde catégorie. Et il y a aussi la troisième, les œuvres d'art et de divertissement, où il me fallait des années pour décider que dire sur les versions modifiées. Parce que il y a des bons arguments contre la publication de versions modifiées, mais aussi des bons arguments pour les versions modifiées. Elles peuvent contribuer à l'art. Mais enfin, j'ai reconnu que la publication des versions modifiées des œuvres d'art n'est pas urgent. On peut attendre 10 ans pour, comment dit-on, expiration?
on peut attendre l'expiration du droit d'auteur sur l'œuvre pour publier les versions modifiées comme autre contribution à l'art. Donc pour 10 ans, nous pouvons avoir le système réduit, le même système réduit que pour la seconde catégorie. Et donc les versions modifiées et l'utilisation commerciale seraient restreintes par le droit d'auteur, mais tout le monde aura la liberté de diffuser des copies exactes non commercialement. Et donc c'est ce que je propose comme changement du droit d'auteur. Mais il suit que le partage par le réseau doit être légal. Parce que partager est bon. Quand nous attaquons les lois injustes, il faut ne pas attaquer que les moyens injustes. Il faut condamner le but, parce que le but est mauvais. Le mal est dans la racine. Pas seulement dans les moyens. Partager est bon. Celui qui attaque le partage attaque la société. Mais les éditeurs disent que si nous partageons, nous volons l'argent aux artistes. Surtout dans la musique, ils le disent, et c'est faux. Moi, j'obtiens la musique normalement dans les disques compacts commerciaux. Et quand j'achète un disque, j'ai honte, parce que je reconnais que je n'ai pas financé les musiciens. C'est très rare qu'acheter un disque de musique finance les musiciens. Parce que, et les exceptions sont les... Est-ce que c'est meilleur de dire superstars ou grandes étoiles? Les superstars établis longtemps gagnent de l'argent à travers leurs disques. Parce qu'ils ont terminé le premier contrat exploitatif et avec assez de célébrité pour pouvoir obtenir un contrat qui leur rapporte de l'argent pour chaque disque. Mais les autres, et seulement pour les disques postérieurs, parce que les disques antérieurs suivent sous le même contrat exploitatif. Et pourquoi est-ce que ce premier contrat est exploitatif? Parce que selon le contrat, théoriquement, un pourcentage du prix est pour le musicien, mais il ne le reçoit pas, jamais. Parce que les coûts de production et de la publicité sont comptés comme des avances aux musiciens. Donc quand tu achètes le disque, ce pourcentage va d'un compte à l'autre dans la maison de disques. Et comme ça, le musicien ne reçoit jamais rien. Théoriquement, un disque peut vendre assez de copies pour complètement rembourser cette avance. Mais c'est très rare. Un disque peut être d'or ou de platinum sans arriver à ce point. Donc, partager comment dire, si nous partageons
par le réseau, les musiciens ne paient rien, sauf quelque peu de superstars qui sont riches. Donc, pas de désastre. Mais c'est vrai que le système actuel est minable comme système de financer les artistes. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour financer mieux les artistes? J'ai deux suggestions. Une suggestion est un système d'impôts distribué directement aux artistes et aux auteurs selon leur succès, selon le succès de chacun, pour éviter les décisions arbitraires des bureaucrates, mais pas en proportion linéaire au succès de chacun. Parce que comme ça, si un superstar a 1000 fois le succès d'un autre artiste, le superstar recevrait 1000 fois l'argent. Donc, c'est-à-dire que pour financer assez la majorité d'artistes assez bons, il faut rendre les superstars très riches. Et c'est un gaspillage de l'argent public. Donc, je propose d'utiliser la racine cubique. Comme ça, le superstar avec 1000 fois le succès aura 10 fois l'argent de l'autre. Donc, toujours plus de succès, plus d'argent, mais pas tant. Et comme ça, la grande majorité de l'argent ramassé par l'impôt peut financer beaucoup d'artistes avec assez de succès, mais dans une diversité. Mais l'autre système que je propose, mais pour le faire, il faut rejeter des expressions comme rémunérer les artistes. Parce que rémunérer suppose qu'on lui doit quelque argent pour avoir apprécié l'œuvre. Donc, cette expression mène directement à un paiement, à un financement en proportion linéaire. Ce n'est pas une dette, c'est une manière de financer les arts, qui est un but utile pour la société. Je suis pour financer les arts. Je suis pour financer les artistes. Je n'accepte pas l'idée de devoir quelque argent pour chaque appréciation d'une œuvre. Mais mon autre suggestion fonctionne avec des paiements volontaires. Imagine que chaque lecteur avait un bouton pour envoyer 1 euro aux artistes et auteurs. Et tu peux appuyer ce bouton si tu veux, mais ce n'est pas obligé. Comme ça, quand tu veux, tu peux très facilement envoyer 1 euro. Tu le ferais, parce que qui en France ne peut pas payer 1 euro? C'est si peu d'argent. Peut-être quelques-uns qui sont très pauvres ne peuvent pas. Et ils ne doivent pas. Ce n'est pas nécessaire que les pauvres financent les artistes. Il y a assez de personnes confortables qui peuvent le faire. Ils le feront. Donc, je crois que ce système fonctionnerait très bien et il fonctionne déjà assez bien. Même le système incommode de paiement volontaire que nous avons, qui exige une carte de crédit,
commence à fonctionner suffisamment. 2 groupes de superstars ont publié des disques en incitant le partage. Radiohead et Nine Inch Nails l'ont fait et ont gagné centaines de mille dollars, centaines de milliers de dollars. Quoi? 1 million de dollars. Ah. De toute manière, donc ça fonctionne assez bien. Mais il y a aussi des musiciens moins connus pour lesquels il fonctionne. Il y a une chanteuse canadienne qui s'appelle Jane Siberry qui vend des morceaux à travers de son site personnel et chacun peut payer combien il veut. Ça peut être 0 ou plus. Et elle reçoit moyennement plus d'$1 par décharge. Et c'est intéressant parce que les grandes maisons de disques chargent un peu moins d'$1 par décharge. Donc, elle reçoit plus moyennement avec permettre les gens à choisir combien payer. Donc c'est un paiement volontaire. Mais c'est incommode et ça exige une carte de crédit et ce n'est pas anonyme. Je ne le ferai pas avec une carte de crédit parce que je ne l'utilise pas, je n'utilise jamais, sauf quand je suis obligé à dire qui je suis. Je n'achète pas les choses avec la carte de crédit parce que c'est le devoir de chaque citoyen de mettre le doigt dans les yeux du grand frère. Oui? The Big Brother. On ne dit pas du grand frère. Merci. Donc, je propose d'implémenter ce système très commode, très facile à utiliser pour financer les artistes. Et si les gens ne payent pas assez, si nous pensons que ce serait désirable que les gens payent plus, nous pouvons monter une campagne de publicité aimable. Est-ce que tu as envoyé €1 à un groupe de musique cette semaine? Non? Pourquoi pas? Tu aimes la musique. En lieu de la campagne cruelle, si tu partages, tu es voleur. Donc, c'est ce que je propose. Merci beaucoup Richard, on va prendre des questions maintenant. Oui. Il faut toujours contre-attaquer au plan éthique.